là où il va y avoir une vraie discussion, en effet, c'est sur la méthode, et puis aussi sur d'autres sujets dont il faudrait que l'on parle. Mais donc je prends acte déjà, et pour éviter tout malentendu, en ce qui concerne la méthode, c'est que nous sommes d'accord pour dire, enfin c'est peut-être juste la nuance, parce que tu dis le meilleur moyen, ce qui facilitera le fait de s'affranchir des règles, c'est d'avoir cette proposition sur la table. Et nous disons, le meilleur moyen qu'il y ait une discussion qui commence et qu'il y ait une table simplement avec des gens autour, c'est que la France commencera, enfin en tout cas si c'était nous qui étions au pouvoir, commencera par dire, on s'affranchit. Et donc, pour que vous compreniez bien. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut quand même pas faire de la politique fiction. Il faut partir de l'Europe telle qu'elle est là. Et tu as très bien rappelé, par exemple, le traitement indigne qui a été fait à la Grèce, cette pratique monstrueuse qui consiste à ce que des banques se gavent pour financer des biens publics, que des États les plus riches et les moins pénalisés par la crise se gavent au passage ou gavent leurs propres banques en prétendant aller soi-disant sauver les autres, en fait qu'on n'a rien sauvé. Il n'y a eu aucun plan de sauvetage de la Grèce. Il n'y a eu que des plans de sauvetage des banques allemandes et des banques françaises principalement. On parle de cette Europe-là, on parle de ces gouvernements-là, dans lesquels il y a des gouvernements de gauche et des gouvernements de droite, c'est-à-dire des criminels, c'est-à-dire qui ont infligé des souffrances épouvantables à des pauvres gens qui étaient des Européens, donc qui ont détruit, je veux dire, l'Europe est morte en 2015. Quand la Troïka et quand 18 Européens coalisés, pays européens, gouvernements européens, contre un seul, se sont coalisés pour l'humilier, pour le forcer à faire le contraire de ce qui avait été voté par 2 fois dans des législatives et dans un référendum par le peuple européen, alors que c'était rien, que la dette de la Grèce pèse pour rien, même la France pourrait la payer elle toute seule, ou l'annuler purement et simplement, uniquement pour des raisons politiques, pour sauver des banques dans l'immédiat, et pour la raison politique fondamentale qu'il fallait envoyer le message qu'on ne peut pas laisser entendre qu'il y a une autre politique possible. Parce que si on lâche là, sur un petit pays dont on n'a rien à foutre, eh bien, ça va lâcher partout en Europe. Donc, c'est de ces gouvernements-là qu'on parle. C'est des pauvres types. C'est-à-dire des gens, qui sont incompétents économiquement, pour la plupart. Là, je pense à Hollande. Parce que je ne pense pas que Hollande soit un méchant garçon, mais il est juste totalement incompétent. Et comme le sont beaucoup de conseillers et d'économistes qui les ont conseillés, donc qui pendant des années ont cru qu'il n'y avait pas d'autre solution que de faire payer, que de rembourser, que de ceci et que de cela. Ça, c'est pour le moins grave, c'est ceux qui sont incompétents, mais il y en a beaucoup. Et les autres, ce sont de véritables voyous. C'est-à-dire ce sont des gens qui privilégient des intérêts bien particuliers, qui n'ont aucune espèce de perspective européenne, qui n'ont pas œuvré en la matière en pensant une seule seconde à l'Europe, mais en pensant dans le meilleur des cas, aux seuls intérêts de leur pays, ce qui serait déjà pas mal, mais en règle générale, c'était plutôt dans le seul intérêt d'une classe particulière et de leur banque plus spécialement. Donc, c'est avec ces gens-là que nous avons en face de nous. Et donc, et derrière ça, à cause d'eux, il y a des peuples sur lesquels seuls peuvent reposer ce beau projet d'assemblée démocratique. Une assemblée démocratique qui réunissant des députés de plusieurs pays, il faut que les citoyens, à la base, du nord au sud de cette zone et de l'est à l'ouest, acceptent de s'en remettre au vote de la majorité, à la volonté générale, pour qu'on décide d'une politique qui ne sera pas forcément celle qu'ils préfèrent, qui ne sera pas forcément la leur, dans un pays, c'est-à-dire dans une communauté politique qui a une longue histoire et qui est soudée et qui fait que les gens ont un sentiment d'appartenance commune suffisant pour faire que même s'ils sont minoritaires, et même s'ils sont minoritaires toute leur vie, c'est-à-dire que c'est toujours un gouvernement qui est contraire à leur idée, à leurs préférences, qui restent au pouvoir, ils ne prennent pas des fusils pour tuer des gens et pour faire la révolution, et ils se soumettent à la loi de la majorité. Ça veut dire qu'on a un pays. C'est-à-dire qu'il y a un peuple de citoyens, une communauté politique. Alors ça se fabrique pas. Ça se fabrique pas avec des théories, ça se fabrique pas avec des projets, ça se fabrique pas à la force du poignet de quelques gouvernements qui décident d'un truc ensemble. Ça se fabrique dans l'histoire.
C'est-à-dire dans l'histoire d'une coopération et parfois dans l'histoire de conflits violents. C'est une longue histoire que de fabriquer un peuple de citoyens pour qu'une assemblée puisse fonctionner de manière réellement démocratique. Alors il faut bien comprendre donc, le défi dans lequel nous sommes. Donc, je vais y revenir. Mais donc pour clarifier, nous disons que nous nous affranchissons de toute façon de manière unilatérale, parce qu'on ne va pas attendre qu'il y ait la démocratie idéale dans la zone euro pour pouvoir mener enfin des politiques normales et intelligentes, et nous invitons tous nos partenaires et tous les peuples européens qui sont victimes de ces politiques imbéciles à suivre l'exemple de la France et à faire immédiatement, comme nous, à s'affranchir de ces règles, et au moins, comme ça, nous aurons des alliés pour aborder des négociations, et aussitôt, en même temps, pas 15 jours après, en même temps, nous mettons effectivement sur la table les propositions, y compris celle-là, sous différentes formes. C'est-à-dire qu'il y a dans notre plan A, évidemment, l'exigence d'une démocratisation du processus d'élaboration des décisions, mais pas seulement dans la zone euro, c'est aussi ça le problème. Parce qu'effectivement, il y a ce problème de démocratisation, c'est évident, pour que la zone euro puisse fonctionner, mais il y a ce problème de démocratisation au niveau de l'Union européenne, qui est aussi sur la table. C'est-à-dire le fait que nous ayons un Parlement qui soit effectivement un Parlement doté des moyens normaux d'un Parlement, de la pleine initiative législative, etc. Bon, donc la démocratie ne s'arrête pas qu'à la question de la zone euro. Mais nous ne pouvons pas préjuger. C'est pour ça que je dis nous ne faisons pas de politique fiction. Nous ne pouvons pas préjuger dans notre exigence de démocratisation du fonctionnement de la zone euro, par exemple, eh bien de la voie qui sera prise. Ça, c'est une voie possible. Et je la trouve, dans sa conception, très intelligente et très finement présentée. C'est pas du tout ça qui est en doute. Donc, ça peut faire partie des options, je dirais, dans ce plan A, que nous présenterions en disant, écoutez, voilà, par exemple, on pourrait faire ça pour la zone euro. Mais compte tenu, voilà, encore une fois, du cadre réel que je viens de décrire, c'est-à-dire des gens avec qui nous devons négocier, et compte tenu de l'état d'esprit des peuples européens, je ne suis absolument persuadé qu'après 8 ans de destruction totale de la solidarité entre les peuples européens, on ait une immense majorité de citoyens européens qui soient disposés à ce que des députés des différents pays se réunissent ensemble dans une assemblée et décident tout d'un coup souverainement d'éléments essentiels d'une politique économique qui s'appliquera à l'ensemble des pays de la zone. Je ne suis absolument pas convaincus qu'ils y soient disposés et que du coup, a fortiori, les gouvernements avec qui on aura à négocier y soient disposés, sachant que déjà au départ, beaucoup n'y sont par nature pas disposés du tout. S'ils n'ont pas en plus un soutien populaire, ça risque d'être difficile. Ça n'est pas une raison pour ne pas essayer et pour ne pas le proposer, bien évidemment. D'autant que le fait qu'un grand pays comme la France le propose aurait un effet, je pense, aussi sur les peuples. Et je précise que ça, c'est pas écrit dans le programme, mais qu'évidemment, dans notre plan A, notre négociation, elle ne se fait pas qu'avec des gouvernements, elle se fait aussi directement avec les peuples. Car bien évidemment aussi, nous devrions engager une communication massive à travers un mémorandum qui serait rendu public, publié dans toutes les langues, diffusé par voie de presse, distribué gratuitement dans tous les pays de l'Union européenne, avec des conférenciers français qui iraient dans des débats publics expliquer au peuple, pas au gouvernement, on leur expliquera sur la table des négociations, ce qui est l'intention de la France. Pourquoi nous faisons ça ? Parce que la France, dans cette affaire, n'agit pas dans l'intérêt de la France. Elle agit dans l'intérêt commun des peuples européens. Et je vous garantis que je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. C'est en s'adressant aussi directement aux citoyens qu'on peut essayer de faire renaître un petit peu ce sentiment de solidarité qui est nécessaire. Bon. Mais il n'est pas là. On ne peut pas s'appuyer sur un acquis en disant on a ça, on est sûr qu'immédiatement il va y avoir un soutien. Donc la démocratisation, ça peut passer par ça et ce sera sur la table des négociations dans le plan. Mais il y a d'autres manières de démocratiser. Justement, encore une fois, pour ne pas faire de politique fiction en disant on veut tout de suite l'idéal. Je ne peux pas préjuger à l'avance de ce qu'on va pouvoir obtenir. Donc il y a d'autres manières de démocratiser. Si on est dans cette situation, et je crains que ce soit le cas, où le climat et l'état d'esprit n'est pas mûr pour que nous puissions avoir cette délégation de souveraineté, justement, dans une assemblée européenne où tout le monde accepterait de s'en remettre à la loi de la majorité, même si ce serait souhaitable. Alors, on peut
comme une étape. La marche de la construction de l'union entre des peuples, c'est encore plus compliqué que l'union entre les Français, il faut bien le comprendre. Parce que le peuple européen n'existe pas. C'est un beau projet, mais il faut le construire. Et comment on le construit ? On le construit pas de manière théorique, on le construit par la pratique. C'est-à-dire par la pratique qui consistait à monter une marche de plus dans le sens de la coopération et des intérêts communs. Et quand on a franchi cette marche, alors la preuve qui a été faite de l'intérêt de cette communauté d'intérêts et de son existence permet de gravir la marche suivante. Alors peut-être que la première marche, c'est pas d'arriver tout de suite à avoir en effet cette assemblée qui serait en effet assez idéale. Alors il y a un autre moyen de démocratiser, c'est par exemple de convenir ensemble de règles qui redonneraient davantage de souplesse et de marge de manœuvre au niveau des parlements nationaux, par exemple pour conduire leur politique budgétaire. Déjà ça, si on arrive par notre rapport de force à dire on oublie le TSCJ, on oublie toutes les normes budgétaires et on convient simplement de règles communes simples comme le fait par exemple qu'en règle générale et en règle normale on ne finance pas des dépenses courantes par de l'endettement parce que les dépenses courantes doivent être financées par des ressources courantes, sinon on va à la faillite. Et qu'en revanche on peut, et les États sont libres d'utiliser les déficits, soit dans deux types de circonstances, exceptionnellement parce qu'il y a un effondrement, un recul de l'activité qui fait que et que c'est vraiment pas le moment pour essayer de rétablir les comptes publics. Deux, lorsqu'il s'agit de politiques d'investissement qui créent des actifs, qui engendrent des ressources futures. Bref, ce qui est la bonne règle de conduite d'ailleurs de toutes les grandes entreprises qui font exactement cela. Si on pouvait convenir de normes budgétaires qui évitent justement les dérives dangereuses qu'il peut y avoir dans la gestion des finances publiques, mais qui gardent la souplesse nécessaire et efficace, eh bien, nous aurions gagné en efficacité économique et aussi en démocratie parce qu'on aurait redonné la liberté d'action au niveau où il y a la démocratie, où ce sont en effet des parlementaires élus qui votent les budgets et qui décident de la politique budgétaire. Ça aussi, c'est une manière de démocratiser. Bon, donc je veux dire, il n'y a pas qu'une seule manière. Donc, petite réponse peut-être de Piketty avant de passer aux réponses de la salle. Vous avez un petit peu d'avance sur le temps de parole. Je peux faire qu'il réponde parce que je voudrais du coup lui poser une question sur le truc. Et il y a une chose qui me perturbe parce que je suis pas sûr d'avoir. Pourtant, je l'ai lu, mais il y a quelque chose qui me paraît ambigu, qui peut être une difficulté supplémentaire. Raisonnons dans l'idéal. C'est-à-dire, admettons que tout d'un coup, parce que je leur fais tellement peur sur la table des négociations qu'ils disent qu'il faut tout lâcher, parce qu'il est encore pire que Mélenchon. Celui-là, il est poli, il est gentil, mais lui, il va aller jusqu'au bout. Alors, bon, donc, il dit oui, on fait l'Assemblée. Bon, alors, évidemment, tu es là, forcément, pour expliquer comment on fait. Le problème, ce qui est un problème en partie juridique, etc. Comment cette Assemblée européenne, qui travaille finalement en complément ou à côté des traités européens et du droit européen, pourrait-elle, par exemple, en matière d'harmonisation, ce que tu évoques comme une possibilité, pourrait prendre des mesures ou décider de mesures qui seraient contraires à ce qui existerait dans des traités européens. C'est un peu ça la difficulté. C'est-à-dire que malgré tout, pour que ça reste compatible avec l'appartenance à l'Union européenne, il y a quand même une borne. C'est-à-dire que si par ailleurs il reste des normes budgétaires qui, je te signale, ne sont pas que entièrement, uniquement spécifiques à la zone euro, mais à l'ensemble de l'Union européenne, il y a un moment où adopter des régimes dérogatoires sur une sous-zone de l'Union européenne peut poser un problème. De même, parce que c'est une question qu'on n'a pas posée en matière de régulation financière, on n'a pas parlé, ça peut être ça aussi une source d'accord, comme de divergence, que je ne sais pas exactement jusqu'où Benoît Hamon est prêt à aller. Là aussi, il faut sans doute aller beaucoup plus loin que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui dans l'Union européenne. Est-ce qu'au niveau de cette Assemblée, on pourrait le faire ? Il y a aussi là un problème de droit et légal, parce qu'on sait bien, par exemple, pour les coopérations renforcées qui ouvrent une possibilité de faire des choses, d'aller plus avant ensemble. Néanmoins, il est bien précisé dans les traités que ces coopérations renforcées se font dans le cadre et dans le respect des traités européens. C'est-à-dire que ça ne peut pas avoir pour effet que les gens se mettent d'accord pour faire des choses qui sont contraires par ailleurs aux traités européens. Thomas Piketty, vous allez répondre aux questions de Jacques Généreux, mais il faudrait aussi que vous puissiez critiquer le projet plus riche, plus radical peut-être, que Jacques Généreux vient d'exposer, qui renvoie, c'est vrai, tel qu'on l'entend, c'est un jugement personnel, mais qui renvoie l'Assemblée de la zone heureuse.
dans des sphères, disons, un peu plus idéalistes et peut-être moins efficientes.